Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse au dialogue social à travers un baromètre. On va le commenter avec Claire Morel, les membres du comité de direction de Syndex à l'origine de ce baromètre. On fera le point sur la photographie, l'état du dialogue social en France. Le grand entretien, on parle d'IA, on parle nous d'emploi, mais les deux sont intimement liés. On va en parler de l'IA et de l'éducation pour en faire une grande cause nationale. On va en parler avec Thierry Coulon, président de l'Institut Polytechnique de Paris. Il sera notre invité pour un grand entretien. Et on terminera notre émission avec le livre de Smart Job, le concept des 25 cm. Non, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est la distance entre votre nombril et votre cœur. L'auteur sera avec nous, Pascal Moreau-Lucher. Il nous dira tout à la fin de l'émission. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du dialogue social, qui est un enjeu majeur au sein des entreprises. Quel est l'état du dialogue social en France? Un baromètre a été présenté en janvier dernier et on accueille Claire Morel. Bonjour Claire. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes membre du comité de direction Syndex. Syndex, pour le dire en un mot, c'est un cabinet qui accompagne à 360 les CSE, c'est bien ça? Exactement, les CSE, les organisations syndicales, donc sur les aspects financiers, économiques, sociaux, politique RH, conditions de travail, environnement aussi de leur entreprise pour qu'ils puissent exercer leurs prérogatives au service des salariés. On est 430 en France et en Europe aussi, puisqu'il y a des comités d'entreprise européens. Et tout à fait, dans des très grosses structures, évidemment. Dieu sait si les CSE ont besoin d'accompagnement, une forme d'épuisement parfois professionnel des élus syndicaux. Qu'est-ce qui ressort de ce baromètre? Rappelons qu'il a été fabriqué sur un échantillon de 2000 participants avec l'IFOP qui vous a accompagné dans ce baromètre. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce baromètre? Alors ce baromètre qui effectivement était sur une base large de représentants du personnel, de salariés aussi, et de dirigeants et de responsables RH. L'intérêt, c'était d'avoir le regard des trois parties prenantes du dialogue social. Ce qui ressort, c'est déjà une bonne nouvelle pour les élus du CSE, c'est-à-dire qu'il est considéré comme très utile, à la fois par les salariés et par les dirigeants, très utile à plus de 3/4 des sondés, sur plusieurs sujets, c'est-à-dire pour remonter les réalités vécues par les salariés, pour défendre les salariés et travailler aussi sur les conditions de travail, et également pour faire une médiation entre les demandes des salariés et les dirigeants. Donc on voit bien le rôle des corps intermédiaires qui, au sein de l'entreprise, est très valorisé. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que les salariés se reconnaissent beaucoup dans les CSE. Ils sont près de 7 sur 10 à avoir une bonne image, 63% à se considérer comme bien représentés. Ils sont près de 8 sur 10 à connaître au moins un membre. Donc il y a vraiment un rôle bien reconnu des CSE. Alors Claire, il faut quand même préciser que les CSE, quand on est dans une entreprise, qu'elle soit petite, moyenne, voire très grande, c'est aussi le délégué qui vient apporter les cadeaux de Noël, les chèques cadeaux, les voyages, parce que c'est aussi géré par le CSE qui donne au CSE une image un peu festive, un peu joyeuse aussi pour le coup. C'est vrai, mais quand on regarde les attentes des salariés vis-à-vis des CSE, c'est aussi une attente vis-à-vis des conditions de travail, vis-à-vis du pouvoir d'achat, la santé au travail, les rémunérations, l'évolution économique de l'entreprise. Donc les salariés savent aussi le rôle qu'ont les élus sur les autres sujets pour défendre. Et donc ils savent bien aussi que c'est les activités sociales et culturelles très fortes, mais aussi les prérogatives économiques. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils mettent en priorité. Claire, on a relevé deux chiffres qui nous semblaient intéressants, en tout cas deux éclairages. Les conditions de travail, priorité du CSE. Et on va voir à travers cette animation que les priorités ne sont pas placées au même endroit, que l'on soit un responsable du personnel, à 93%, ils considèrent que c'est central. Mais quand on va voir les dirigeants, ils sont que 53% à considérer que les conditions de travail sont centrales. Bon, les priorités ne sont pas tout à fait les mêmes. Non, ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça, on l'avait remarqué. C'est pas très étonnant aussi parce que, de fait, le dirigeant d'entreprise ou le responsable RH va être plus focalisé sur les chiffres, les résultats, moins sur l'organisation du travail. C'est quelque chose avec lesquels ils sont moins à l'aise. Les élus du personnel reconnaissent néanmoins aux dirigeants d'être attentifs aux risques d'accident du travail, sur ce genre de choses très critiques, où évidemment, et heureusement que les responsables d'entreprise sont très attentifs à ça. Et très observés, évidemment. Très observés là-dessus. Néanmoins, par contre, à contrario, sur tout ce qui est
usure professionnelle et pénibilité du travail, que ce soit les salariés ou les représentants du personnel, ils sont très déçus de la prise de conscience des dirigeants. Donc c'est là où on peut expliquer l'hiatus, par exemple, sur des sujets où ils sont très regardés, font attention. À l'autre bout de la chaîne, l'usure professionnelle, malgré le mouvement des retraites qui mettait bien ça sur le tapis, c'est exact. Il y a encore des difficultés pour les dirigeants de le prendre en main et les élus du personnel montent au créneau, mais sans forcément d'action derrière. Avec une tentative d'index que vous aviez suivi pour répertorier la pénibilité du travail. C'est ça, voilà. Finalement, les choses n'étaient pas allées au bout. Malheureusement. Il y a des sujets de préoccupation des salariés, en tout cas des élus, et donc de fait des salariés. C'est vrai que le CSE traite des gros sujets durs, les NAO, les négociations de salaire, les conditions de travail, donc le dur de l'entreprise, mais il y a aussi d'autres sujets, la biodiversité, l'environnement. Et là aussi, on va voir ce chiffre, pour les représentants du personnel, 70% des représentants du personnel, on le découvre, souhaitent se former à la prérogative environnementale du CSE. Alors c'est une partie qui est peu connue, mais ça fait partie de ses prérogatives. Voilà, ça fait depuis 2021 qu'en gros le CSE doit être consulté, alors ça c'est classique sur toutes les évolutions de l'entreprise, mais en intégrant les conséquences sur l'environnement. Et ça c'est l'employeur qui doit, à chaque fois qu'il présente quelque chose au CSE, doit intégrer les conséquences environnementales. Donc c'est très récent. Il y a 15% des élus effectivement qui déclarent être formés. Et sur les 85% non formés, 70% veulent être formés. Donc il y a une vraie volonté de s'approprier ce sujet. Ça reste encore difficile pour les élus parce qu'ils considèrent que c'est technique. Donc parfois ils ont des réticences à y aller. Il manque aussi d'informations de la part des directions. Et donc ça c'est important aussi. Il faut que les directions informent bien. Il y a le sujet environnement, je vous coupe, mais il y a l'IA. Parce qu'on va en parler dans quelques instants. Il y a une très forte demande de comprendre. Absolument. Alors l'IA, ça reste encore pas dans les premières priorités parce que c'est vrai que ça c'est un des sujets des élus de CSE. Ils ont donc, comme vous le disiez, les salaires, le pouvoir d'achat, les conditions de travail, l'évolution économique de l'entreprise, les horaires, enfin ils ont énormément de choses à suivre. Les prérogatives environnementales maintenant. La santé mentale. La santé mentale, les risques psychosociaux. Et là, il y a l'IA qui émerge, alors qui émerge comme d'autres sujets avaient émergé avant sur le digital. C'est pas nouveau, mais l'IA devient beaucoup plus prégnant et on a un sujet qui est que c'est technique, que les élus parfois ont des réticences à y aller et les directions aussi ont beaucoup de mal à consulter les élus en disant c'est une nouvelle couche logicielle, c'est pas très grave, c'est aussi nouveau que ça, vous inquiétez pas. C'est ça. Et que de fait, ils ne sont pas consultés, ils n'arrivent pas encore à s'approprier complètement du sujet. Et ça, c'est un vrai enjeu pour eux pour l'avenir. Des enjeux techniques, de maîtrise de l'outil, puis on n'a plus le temps, mais des enjeux aussi de perte d'emploi ou de peur de complètement, les conséquences, c'est là-dessus qu'il faut qu'ils puissent travailler, tout à fait. Merci Claire Morel de nous avoir rendu visite avec ce baromètre qui est sorti en janvier 2025. Membre du comité de direction de Syndex, qui accompagne, vous l'aurez compris, à 360 les CSE. Merci de nous avoir rendu visite et à découvrir ce baromètre sur le site Syndex, évidemment. On tourne une page, tiens, on parle de l'IA. Restez une seconde encore avec nous, Claire, on parle de l'IA avec notre invité, c'est le grand entretien, le président de l'Institut de Polytechnique, justement, faire de lance pour former, accompagner, faire de la pédagogie autour de cette intelligence artificielle générative. C'est tout de suite, c'est le Cercle RH. Le grand entretien aujourd'hui avec une personnalité du monde de l'IA, du monde de la recherche. On accueille Thierry Coulon. Bonjour Thierry. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir. Président de l'Institut Polytechnique de Paris. Vous allez présenter l'Institut parce que, qu'il n'y ait aucune confusion, c'est pas que Polytechnique. C'est pas que. C'est beaucoup plus large que cela. Je voudrais simplement vous présenter rapidement, au-delà de vos fonctions, à la fois en cabinet, auprès du président de la République, auprès du Premier ministre. Vous avez une double formation, je vous laisse le préciser. À la fois polytechnicien, mais en même temps philosophe. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que je suis rentré à Polytechnique, mais je n'y suis pas resté. C'est ça. Voilà. Donc vous avez bifurqué. Vers les maths. D'accord. Je suis resté dans la même idée, mais je voulais aussi faire de la philosophie. Oui. Et donc vous avez bien ces deux versions. À la fin, j'ai fait plus de maths que de philosophie. C'est ça. Mais j'ai gardé des livres et des amis en philosophie. C'est beaucoup. Et ben c'est une très bonne chose, puisqu'on a aussi une petite rubrique sur la chaîne Smart Job et Bismart autour des philosophes. Revenons à l'Institut Polytechnique de Paris. Qu'est-ce que c'est? Quelle est son utilité et qu'est-ce qu'elle englobe? Alors, l'idée, c'est d'allier 6 écoles d'ingénieurs, l'école polytechnique et l'ENSTA, qui sont l'École nationale supérieure des techniques avancées, qui sont toutes les deux sous tutelle défense. 3 écoles qui sont sous tutelle Bercy, l'ENSAE, qui forme les statisticiens de la statistique publique. Télécom Paris, Télécom Sud Paris. Et puis une petite nouvelle qui est l'École nationale des ponts et chaussées. Célèbre.
Oui, tout à fait. Alors ce sont des institutions prestigieuses, souvent anciennes, enfin les plus anciennes sont ancrées. La plus ancienne c'est l'ENSTA, 1741, ils construisaient des bateaux de guerre pour le roi de France, ou du moins ils formaient les gens qui savaient les construire, ancrées dans la fin du XVIIIe siècle français, très françaises, et il faut les transformer, ces écoles prestigieuses et remarquables, en les alliant en un objet du XXIe siècle et qui soit international, qui puisse jouer avec nos grands benchmarks qui sont le MIT, Caltech, le PFL, le Technion, etc. Alors, ma question va peut-être vous sembler incongrue, mais est-ce qu'on a déjà perdu la partie? Puisque quand on voit la puissance américaine sur ces outils, quand on voit la manière dont l'outil s'est déployé, puisqu'il est déjà déployé, est-ce qu'on a perdu la bataille, ou est-ce que vous dites on peut encore relever la tête par la formation, par la pédagogie? Alors, il y a une question d'abord plus globale. Est-ce qu'on a perdu la bataille des cerveaux en général? Et si on regarde, par exemple, ce qui se passe sur l'IA ou ce qui se passe sur le coup d'après, c'est-à-dire le quantique, non, on n'a pas perdu la partie, parce que précisément dans cette tradition très ancienne de sciences à très haut niveau dans les écoles d'ingénieurs, la France, on aime bien à Harvard, au MIT et ailleurs, avoir des étudiants qui sont issus de nos écoles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'économie française, avec ses difficultés, mais aussi avec sa créativité, elle puise aussi largement chez nous. Qu'il s'agisse des grands groupes, un certain nombre de groupes du CAC 40 sont présidés par des alumni d'école polytechnique, mais de Télécom, mais de Télécom Sud Paris. C'est vrai. Vous n'échappez pas que Dassault Aviation, c'est un ancien de TSP, si je ne me trompe pas. Mais nouveau modèle, ils créent des start-up. Et vous savez que Mistral, c'est deux anciens de l'X, et on pourrait multiplier les exemples. Un pied en France et en même temps implanté aux États-Unis. Oui, mais même si le monde est un peu moins mondialisé par les temps qui courent, il y a un certain nombre de tensions qui ressurgissent, les gens circulent et c'est très bien. C'est très bien qu'ils partent, qu'ils reviennent, et beaucoup reviennent. Et vont revenir, d'ailleurs, par les temps qui courent. Donc, globalement, non, on n'a pas perdu la partie. Oui, avec notre histoire, qui est parfois une histoire un peu compliquée, on a réussi à former des cervelles remarquables et entreprenantes. S'agissant de l'IA, on n'a particulièrement pas perdu la partie. Si Internet, effectivement, on a été un peu en avance à un moment donné, ensuite, on a décroché. Là, on y est. On est dans la partie, on est dans la bataille. Il n'y a aucun. Vous parlez de la France, vous parlez de l'Europe. Alors évidemment, il ne faut pas parler de la France seule, sinon on n'y arrivera pas. C'est ça. Vous savez, pour faire de l'IA, vous savez ce qu'il faut. Il faut des données structurées. Dans un pays centralisé, on a des données structurées. Il faut des talents. Il faut de l'énergie pas trop chère et il faut de l'investissement. L'investissement, lui, viendra de l'Europe, c'est clair. Mais une question, là, je me tourne vers le pédagogue, celui qui depuis longtemps s'intéresse aux innovations. Est-ce que nos écoles d'ingénieurs reçoivent les bonnes formations sur ces sujets d'IA générative? Est-ce qu'on est en train aussi, là, de raccrocher les wagons? Alors, absolument. Là, vous me parlez d'un sujet qui vient d'émerger, tout le monde est ignorant d'une certaine manière. Tout le monde est surpris. Tout le monde doit s'adapter. Maintenant, vous savez qu'on a longtemps finalement moqué la formation à l'école polytechnique en disant ils sont un petit peu dans la lune parce qu'ils ont fait trop de maths. Et oui, il y avait cette tension entre faut-il une école de haute science avec des mathématiques très abstraites ou faut-il aller vers les applications? Aujourd'hui, cette question n'existe plus. C'est précisément avec des maths, avec des stats, avec de l'informatique, avec du travail sur les données, qu'on est à la pointe du sujet. Donc ça, c'est une première difficulté pour laquelle on est particulièrement bien placé. L'autre chose, c'est qu'en matière d'adaptation, s'adapter aux révolutions scientifiques, excusez-nous, mais c'est notre boulot et depuis longtemps. Donc ça va aller. Donc ça va. Ensuite, il faut le faire. Je vous expliquais comment on peut le faire. Parce que comment vous le faites? Et on va parler d'emploi parce qu'il y a un gros sujet là aujourd'hui, les Français qui nous regardent. Certains ont peur de l'outil, c'est-à-dire physiquement ont peur de l'utiliser, et d'autres disent j'en ai pas peur, mais si je l'utilise, en fait, je tue mon emploi. C'est quand même un sujet un peu copernicien. Bien sûr. Quel regard, le chercheur que vous êtes et aussi le président de l'Institut, vous avez? Est-ce qu'il faut nous rassurer? Est-ce qu'il faut faire preuve d'une vérité absolue en disant oui, il y aura une destruction d'emplois, mais une création de nouveaux emplois? Qu'est-ce que vous dites sur ces sujets? Non, mais je pense qu'il faut être scientifique en la matière et dans l'incertitude, douter, mais être prêt. C'est ce qu'il faut faire en la matière. Il est clair que la disruption est très forte. Elle est dans l'administration, dans le travail quotidien. Je vous disais en préparant l'émission que j'avais fait faire une note sur une rencontre extrêmement technique. La note était
veux dire, d'un Vous avez détail, été bluffé. d'une précision. Oui, j'ai été mon DIRCAB a été bluffé, on a été ensemble bluffés. Et là, vous connaissez la maxime, le type qui va te piquer ton emploi, ça n'est pas l'intelligence artificielle qui va te piquer ton emploi. Ce qui va te piquer ton emploi, c'est un humain qui saura l'utiliser, qui saura se combiner avec elle. Alors comment on va faire ? D'abord, il y a une première chose, c'est qu'on a un peu de chance. On a un peu de chance où on a bien travaillé. On a constitué un ensemble de centres interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'on a notre recherche de base avec les organismes de recherche, le CNRS, l'INSERM, etc. On a un grand nombre d'équipes dans les sciences fondamentales, les maths, la biologie, la physique, la chimie, etc., etc. Mais on a constitué des centres interdisciplinaires pour adresser des défis sociétaux. L'un d'entre eux, c'est l'intelligence artificielle, mais on pourrait parler du climat, on pourrait parler de la défense et de la sécurité, évidemment, étant donné notre histoire, sujet d'actualité, etc., etc. Bien. Le centre interdisciplinaire sur l'intelligence artificielle, il s'appelle HyParis. Il a été fait avec HEC. C'est pas nouveau. Il y a des diplômes communs Polytechnique HEC. Il y a des relations entre d'autres écoles de l'Institut Polytechnique Paris et HEC. On a fait ce projet ensemble. Histoire, conte de fées, 7 grandes entreprises françaises ont mis 1 million d'euros par an, pendant 3 ans, chacune. Pour accompagner la recherche. Voilà. Du mécénat, en se disant, on met un ticket là-dessus parce que et on joue l'avenir. C'est du bien commun, il y a quelque chose qui nous bénéficiera à nous aussi à la fin d'être associés à cette histoire. La deuxième partie, c'est que l'État a fait un appel à candidature intitulé IA Cluster, et qu'on a gagné 70 millions d'euros par an, sur 5 ans, malheureusement pas par an, sur 5 ans, pour développer la chose. Pour la développer de manière très originale sur recherche, formation, innovation. En matière de formation, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un institut qui s'appelle HyPace, où on va multiplier par 10 le nombre d'undergrad qu'on formait. C'est en gros bac plus 3. Alors vous allez me dire, on multiplie par 10, c'est pas trop difficile parce qu'on partait de très bas. Ils empêchent que c'est quand même x10 sur le marché. Voilà. Un bachelor avec l'Université de Technologie de Troyes, un bachelor de HEC, le bachelor de l'IX. Donc c'est concret, on va ça, mettre ensemble un certain nombre de diplômes et des diplômés. Voilà. Maintenant, on va multiplier par 3 le nombre de graduates qu'on sort, c'est-à-dire de doctorat, de master, avec une double ligne. D'une part, les gens qui vont créer l'IA de demain, qui vont être spécialisés en IA, qui auront une formation très exigeante. Qui auront la tête dans le moteur. Et puis ceux qui iront faire autre chose, peut-être travailleront-ils justement sur le climat, sur la santé, sur la défense. Mais en utilisant l'IA. Mais il faut qu'ils soient un peu plus qu'utilisateurs, il faut qu'ils soient informés. C'est-à-dire, on parle quand même d'ingénieurs de très haut niveau, il faut donc que dans leur panel de compétences, ils aient la compétence. Donc on transforme et on améliore la situation avec le climat grâce à l'IA. On va améliorer beaucoup de choses, si vous voulez. Moi, comme tout le monde, je découvre. Récemment, j'ai été à plusieurs présentations scientifiques faites par des labos. La ministre de l'Éducation Elisabeth Borne et Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur, sont venus. Clara Chapaz est venue. À chaque fois. Comme vous savez, on a organisé les journées scientifiques. Vous étiez à l'origine en avance de phare, enfin, en introduction, en levée de rideau de l'AI Summit. À chaque fois, il y a des présentations scientifiques. Mettons de biologie. Vous avez un type qui vient vous expliquer les techniques d'imagerie incroyables qu'ils ont mis en œuvre pour voir les connexions neuronales au sein du cerveau de la souris. D'accord ? C'est bluffant là aussi. Et puis vous avez quelqu'un qui arrive dans la présentation qui dit « Moi je ne suis pas le biologiste, je suis le spécialiste des données. C'est moi qui leur ai permis de concaténer cet ensemble de données incroyables, parce qu'une fois que votre imagerie marche, c'est des téraoctets de données qui débarquent, mais ensuite il faut les structurer. Mais ça, ce sont donc l'IA va être partout, l'IA va être en physique, elle va être en biologie, elle va être dans toutes les disciplines. Elle transforme, je vous le disais, la manière dont on fonctionne dans l'administration au quotidien, c'est-à-dire dans la gestion des choses, mais elle transforme la recherche, elle va transformer l'enseignement évidemment. L'enseignement d'une manière extrêmement forte, tous les enseignants. Automatiquement, et la manière même dont on va transmettre l'information. Oui, mais il faudra le faire de manière plus ou moins intelligente, plus ou moins maîtrisée, puisque, comme vous le savez, c'est la meilleure et la pire des choses, puisque vous avez là un instrument à produire de la fausseté qui est incomparable. C'est vrai, c'est le débat qu'on a d'ailleurs sur Internet, avant même de parler de l'IA générative. Avant de nous quitter, Schumpeter, cette destruction, on détruit, on reconstruit, on reconstruit pas l'identique. Qu'est-ce que peut provoquer l'IA ? Je dis bien peu, puisqu'on est dans l'incertitude. Écoutez, beaucoup d'amis économistes, et j'ai essayé de lire les bons auteurs, mais je
suis pas un spécialiste. Effectivement, on peut imaginer qu'à nouveau, et en tout cas, c'est la seule chose qu'on puisse faire, c'est non seulement de l'espérer, mais de tout faire pour que ça advienne, c'est-à-dire que la destruction soit une destruction créatrice. Et une fois de plus, aujourd'hui, la meilleure combinaison, c'est la combinaison de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle. On le voit en matière de diagnostic, par exemple. Donc c'est un cerveau qui sait utiliser cet outil à bon escient et qui est capable et qui pourra transformer le monde. Absolument. C'est un peu la promesse. C'est la devise, d'ailleurs, de l'école polytechnique qu'on peut généraliser. Vous avez le pouvoir de transformer le monde. Et donc la responsabilité. Exact, c'est la devise de l'école que vous avez faite. Mais vous l'avez terminée, Polytechnique, on n'a pas fini notre histoire. Oh non, il se trouve que je suis allé faire des maths, mais je suis revenu finalement. On revient toujours à la maison mère. Vous êtes un rebelle, Thierry Coulon, vous êtes un rebelle. Peut-être, mais constructif. Exactement. Merci, président de l'Institut Polytechnique de Paris, avec des choses extrêmement concrètes, puisque vous l'avez dit, des diplômes, des diplômés qui vont arriver. Dans combien de temps ils arrivent sur le marché du travail, tous ceux qui sont en formation? Il y en a qui sortent bientôt et qui auront déjà eu une teinture, mais on va déclencher les choses à la rentrée 25. Donc sur une durée de 3 ans, sur une durée de 4 ans. Oui. Donc on les retrouvera dans 4 ans, ces ingénieurs ou ces doctorants de très haut niveau qui seront intégrés dans les entreprises. On a déjà des gens qui ont fondé des start-up. Ils existent là. Ils existent, ils sont déjà en train de transformer le monde sur ce sujet et sur d'autres. Merci Thierry Coulon d'être venu nous rendre visite, président de l'Institut Polytechnique de Paris. C'est un vrai privilège de vous avoir sur le plateau de Smart Job. On tourne une page, on s'intéresse au livre de Smart Job avec un titre évocateur, le concept des 25 cm. Les 25 cm, c'est la distance entre mon nombril et mon cœur. Et le vôtre aussi d'ailleurs. On en parle et j'accueille son auteur sur le plateau. C'est le livre de Smart Job, c'est tout de suite. Le livre de Smart Job, pour terminer notre émission, avec un titre qui a attiré notre attention, le concept des 25 cm. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On découvre la couverture de ce livre, écrit par Pascal Moreau-Lucher. Il est avec nous, il est sur notre plateau, il est l'auteur de ce livre que j'ai lu. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dirigeant de cabinet de chasse de tête, de talent, vous avez eu plusieurs vies. Et ce livre est à la fois passionnant. D'abord, commençons par le début. 25 cm. Vous vous êtes bien amusé en écrivant le titre, j'imagine. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire dans ce titre? D'abord, merci Arnaud de m'avoir confié. Ça me fait grand plaisir. 25 cm, c'est la distance entre le nombril et le cœur. Bon. Et j'ai repris une phrase qu'on a attribuée à Churchill, mais on n'est pas complètement sûr qu'il ait vraiment dite. On vit de ce que l'on a et on construit sa vie sur ce que l'on donne. Et pour moi, c'est plus intéressant de donner que de recevoir. Et 25 cm, c'est la distance entre le nombril et le cœur. C'est-à-dire, on quitte son nombril pour aller vers l'autre. C'est ce que vous voulez nous dire. Absolument. Ce livre, quand on le regarde, on se dit, c'est un chasseur de tête, on va avoir un livre technique qui va nous donner des conseils. En fait, non. C'est un livre très holistique, très à 360, sur ce qu'est un être humain. Oui. Dans son rapport à l'autre et dans son rapport à toutes les choses de son quotidien, parce qu'il y a un peu de ça. Bien manger, se nourrir, il y a beaucoup de phrases d'érudits que vous citez dans ce livre, il y a un gros travail d'érudition quand même d'auteur que vous citez régulièrement, il y a beaucoup de culture dans ce livre. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en écrivant les premières lignes ou en pensant ce livre ? Alors, il vient d'une expérience effectivement très longue, à la fois par mon métier. J'ai reçu quand même plus de 10 000 candidats en entretien. Et puis dans les cercles dans lesquels je suis, que ce soit associatif, politique ou autre, je vois beaucoup de gens. Et je ne vous dis pas que les choses me désolent plus qu'avant en ce moment, mais la période est difficile. Et je pense que c'est plus intéressant l'altérité est très intéressante parce qu'elle vous permet de vous enrichir. On s'enrichit avec la différence et non pas avec la ressemblance. Sinon, vous regardez dans un glace et tous les matins, vous dites « Ah, je suis beau ». Bon, ce qui me concerne, c'est pas vrai. Ce qui est vrai. Mais je m'enrichis avec la différence. Et puis, ce que j'ai voulu dire, une chose très simple. On estime peu ou prou à peu près à 100 milliards d'individus le nombre de personnes qui sont arrivées sur Terre depuis que l'homme est un homo sapiens. Il n'y en a plus que 8 milliards. Donc 92 milliards sont morts, il n'y aura pas de survivants. On va tous mourir. Donc il faut arrêter parfois de se prendre la tête et plutôt d'aller vers l'autre, essayer d'être dans un accompagnement. Et cet accompagnement va vous enrichir. Mais il y a des choses un peu incroyables dans ce que vous racontez. Alors des anecdotes sur la nourriture indienne un peu trop pimentée, sur la notion d'expérience, parce que ça renvoie à l'idée de il faut expérimenter pour savoir. Mais vous allez même plus loin dans le livre, vous expliquez qu'à 56 ans, vous vous êtes remis en question
en vous creusant la tête, en parlant de vos cheveux d'ailleurs à nombreuses reprises, en vous arrachant les derniers cheveux, c'est ce que vous dites, parce que vous n'arriviez pas à résoudre un sujet et vous nous dites à travers ce livre, à 56 ans, on peut tout remettre à plat et on peut tout recommencer. C'est ça que vous dites. Oui, et j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix parce que mon client qui me demandait quelque chose, c'est très simple. Je connaissais le métier du recrutement. Généralement, on a une description de poste, un profil, une grille de salaire. Et là, il me dit, je ne veux que des aigles. Les aigles rouges. Les aigles rouges. Ouais. Ah, il aimait les Indiens. Ah. Je fais comment? Alors au départ, je faisais de l'imposition sur les CV, mais les CV ne me parlaient pas. Et j'ai complètement changé ma façon. Maintenant, mes clients, mes clients, ils ne me donnent plus de définition de poste maintenant. Ils me disent, non, Pascal, vous savez faire, vous allez vous débrouiller. L'aigle rouge, vous l'avez trouvé ou pas? Oui. Plus d'une quinzaine pour ce client. Mais le recrutement, vous le dites aussi quand même, c'est que ça ne tient pas uniquement sur l'expérience du diplôme. Ça, vous le dites longuement dans ce livre. Ouais. Vous dites c'est autre chose, un recrutement et un échange avec un collaborateur ou un futur collaborateur. C'est autre chose. Le diplôme est important. Je ne veux pas le nier. C'est important. C'est ce que je dis aux jeunes. Moi, je dis à mes filles, bossez. Et puis, de toute façon, vous aurez les satisfactions. Mais pas que. C'est la base. Après, c'est l'intelligence des situations, la compréhension, la sensibilité, tout ce qui fait qu'un homme va se différencier. Et si vous me demandez le recrutement de demain, je vous dirais, soyez différents. Soyez différents. Si c'est pour être comme tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Mais encore une fois, on parlait d'IA, on parle beaucoup d'intelligence générative, la machine. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui avez cette espèce de regard, cette intuition, cette façon de vous remettre en question. Ça part de vous ou c'est, je dirais, le monde qui est en train de changer et vous courez derrière? Les deux, mon général. Non, mais c'est évident que ça part de moi, parce que je le vois et que je suis complètement intégré dans mon monde, et je le vis pleinement. Mais je le vois aussi changer, évoluer. Et si je reste avec un rétroviseur, ça ne veut pas dire que le passé n'est pas important, qu'on soit bien d'accord. Moi, je ne dis pas à bas le passé. Non, au contraire. On se sert du passé pour réfléchir au présent, agir pour que demain soit meilleur. Donc c'est une chaîne qui n'est pas discontinue. J'ai vu que vous citiez une phrase de Staline que je trouve incroyable. Un mort, c'est très grave, mais 10 millions de morts, c'est une statistique. Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Ça veut dire qu'un mort, c'est un drame pour une famille. Mais quand on commence à avoir des vues, allez, je vais être méchant, 100 €, c'est pas très grave. 3 500 milliards de dettes. Personne n'est capable de se rendre compte avec notre intelligence, à quoi ça correspond, 3 500 milliards. Moi, je ne m'en rends pas compte. Oui, mais pour nos enfants qui arrivent et nos petits-enfants, ils vont vivre comment avec ce poids de la dette? Avant de nous quitter, vous qui avez ce regard à la fois de chef d'entreprise, de recruteur, on a 1 minute 30, vous allez me dire, c'est très très court, mais ce monde du travail que vous avez vu évoluer, on va vers quoi? On va vers moins de travail, un travail fait différemment ou plus de travail? J'espère plus de travail. Ça, c'est parce que pour moi, le travail est non seulement indispensable, mais également une thérapie. Vous le verrez. Oui, vous le dites, effectivement. Mais puis c'est important, de fierté, de gagner de l'argent. De dignité, de fierté. De dignité, de vivre de ce qu'on gagne. Et puis c'est de la liberté. Travail égale liberté. Alors vous allez me dire, c'est facile quand on est col blanc. Hein. Attention, je dis que quand on est ouvrier, c'est un petit peu moins facile. Ce qu'on va vivre, un monde du travail qui va changer avec l'IA. Évidemment, moi-même, je suis en plein dedans. Je suis obligé de m'en servir. Je ne voulais pas. Il n'y a pas un gramme de ChatGPT dans le livre, hein, mais je suis obligé de m'en servir. C'est du fait main, ça se voit. Hein. C'est vous, hein, c'est votre patte. C'est pas Victor Hugo. Hein, voilà. Non, mais c'est fait main. Mais pour mes rapports de candidats, ChatGPT. Et vous gagnez du temps? Au lieu d'1 heure et demie par dossier, je prends 10 minutes, un quart d'heure. Allez, un quart d'heure. Ouais, tout est dit. Hein. Vertigineux. Allez vers l'autre avant d'avoir des diplômes. Restez avec nous, Pascal Moreau-Lucher. C'est votre livre, Le concept des 25 cm. On le voit d'ailleurs sur le petit dessin, la petite flèche entre votre nombril. Oubliez votre nombrilisme et allez vers les autres. Tournez-vous vers l'autre. Voilà le message de Pascal Moreau-Lucher. Merci Pascal de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. L'émission est terminée. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Xavier aujourd'hui à la réalisation. Merci à Saïd pour le son et merci à l'incontournable Nicolas Juchat. Et je salue Juliette qui est aussi en régie avec nous. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.